Histoire en bâtonnelle. Il y avait une fois, sur la plantation d'un paysan, un groupe d'ignames arrivés à maturité et qui attendaient d'être déterrés. Les conversations allaient bon train. « J'ai hâte qu'on me cuisine », disait l'une. « Il paraît que le bain bouillant est un pur plaisir », disait une autre. « Et la sauce », ajoutait une troisième. « J'ai entendu des gombos dire que pour eux le rêve, c'était de mariner avec de la sauce de viande et de venir napper de l'igname tendre. » Et la discussion roulait sur ces considérations culinaires. Il semblait que, pour les ignames, finir dans un estomac repu était la seule aspiration possible. Mais il y en avait une qui, sans avoir la moindre idée de ce que la vie pouvait offrir à un tubercule rebelle, désirait un horizon plus lointain. « Je ne veux pas être mangée, » disait-elle. « Il y a certainement autre chose à faire de sa vie, même d'une vie d'igname. » Les autres se moquaient d'elle, mais elle n'en démordait pas. Le jour de la récolte arriva. « Alors, comment vas-tu faire pour t'échapper ?» riaient ses camarades. Elle ne répondait pas, mais n'en pensait pas moins. Les ignames furent bientôt chargés dans des paniers sur un âne, direction le marché. Celle qui rêvait d'horizon se trouvait tout au fond de l'un d'eux, mais à chaque secousse sur le chemin, elle se hissait vers le haut, dérangeant celle qui ne rêvait que de bain et de sauce. « Doucement, faut pas pousser !» Bientôt, elle se trouva tout en haut de la pile, au bord du panier. L'âne, qui entendait très distinctement ce qu'aucun homme ne saurait percevoir, prit enfin la parole. « Dis-moi, petit igname, qu'est-ce qui te démange? Voudrais-tu t'échapper ?» L'igname réfléchit, hésita, puis répondit « Je veux vivre. » L'âne rit de bon cœur, avant de reprendre « Si ton projet est de te jeter du panier, attends que j'arrive à la rivière. Sur la route, mon maître te ramassera, ou quelqu'un d'autre passant par là, et tu n'en finiras que plus vite à la marmite. Quand je serai dans l'eau, je ferai quelques secousses, et tu sauteras. Le courant t'emportera, et j'en serai peut-être quitte pour un ou deux coups de cravache. » Quand ils arrivèrent à la rivière et que l'âne fut suffisamment avancé dans l'eau, il fit comme il avait dit, et l'igname se laissa tomber. Le paysan la vit, jura, mais ne prit pas la peine d'essayer de la rattraper. « Merci !» cria-t-elle à l'âne. « Je te souhaite une vraie vie !» lui répondit l'âne. Et voici notre igname dérivant au gré du courant. Parfois, elle heurtait un rocher, puis reprenait sa course, ne perdant pas une miette du spectacle qui s'offrait. À un moment, un poisson vint tâter l'objet flottant non identifié. « Tu ne vas pas me manger ?» demanda l'igname. « Je ne crois pas, » dit le poisson. « Que fais-tu ici ? » « Je vis, je vois le monde. » Le poisson rit, comme avait fait l'âne. L'igname reprit. « Sais-tu où nous allons comme ça ? » « Oh, moi, je ne vais pas loin. Mais toi, si rien ne t'arrête, tu rejoindras bientôt un fleuve qui t'amènera jusqu'à la mer. »« C'est beau la mer ? » ?»« Je ne sais pas. Je n'y suis jamais allé. Je suis bien ici. Il y a des poissons bien plus gros que moi là-bas. Peut-être que l'un d'eux te mangera. » L'igname répondit alors avec un peu d'amertume. « Je n'aurais donc pas gagné beaucoup de temps en quittant mon panier. »« Je peux te pousser vers la rive si tu veux, » proposa le poisson. L'igname accepta.
et se retrouva bientôt échoué sur la berge, dans une zone de verdure éloignée des sentiers humains, éloignée aussi les dangers de la mer. Mais maintenant, que faire? Quelle injustice, se disait-elle, d'avoir été créée sans pattes, sans ailes. Mais bientôt elle fut tirée de ses pensées par des sons nouveaux. Un homme, venu d'on ne sait où, s'était installé sur un rocher au bord de l'eau et avait commencé à chanter, en s'accompagnant d'un banjo. De sa très courte vie, L'igname n'avait jamais rien entendu de si beau. Tout cela n'aura pas été vain, cela m'aura permis d'entendre les plus beaux sons du monde. Au bout d'un moment, submergée par l'émotion, elle se mit à pleurer. L'homme s'arrêta, s'approcha. Est-ce toi qui pleures ainsi, Igname? Tu peux m'entendre? Demanda-t-elle. Bien sûr, pourquoi? Les hommes, normalement, ne nous entendent pas et ne comprennent qu'eux-mêmes. Peut-être, répondit l'homme, mais moi, je t'entends. L'homme était un homme spécial, un homme qui, à force d'écouter le monde autour de lui, avait fini par l'entendre. Il prit l'Igname et l'emmena chez lui, dans une petite maison isolée à proximité de la rivière. Tu ne vas pas me manger? Demanda l'Igname. Je ne mange pas les ignames qui pleurent, répondit l'homme. Alors l'Igname se mit à rire, car un nouveau bout de vie semblait s'offrir à elle. Mais alors qu'ils arrivaient à la maison et que l'homme la posait dans un coin auprès de carottes et de navets, elle fut prise d'un doute et demanda encore: Tu es vraiment sûr que tu ne vas pas me manger? Je ne mange pas les ignames qui rient, confirma-t-il. Et le soir même, ils parlèrent longuement. L'igname, ne connaissant presque rien du monde et de la vie, parlait peu. L'homme, heureux d'une écoute neuve qu'il ne rencontrait pas chez ses semblables, parla plus qu'il n'avait jamais parlé, puis joua à nouveau du banjo. Quelques jours se passèrent ainsi. Mais l'homme devint soucieux. Tu es une igname, dit-il. Tu vas te dessécher, et je n'y pourrai rien. L'igname, qui sentait déjà en sa chair l'insidieux travail du temps, s'attrista, mais déclara qu'elle avait déjà vécu beaucoup plus que ce qu'un être de son espèce ne pouvait espérer. Tu devrais peut-être me manger, dit-elle finalement. Si je dois finir ainsi, je préférerais que ce soit pour toi. Et comment pourrais-je manger une amie? Dit l'homme. Cette nuit-là, ils furent sombres et dormirent mal. Heureusement, l'homme possédait un couteau magique. À force de marcher là où les autres hommes n'allaient pas, faute d'utilité, il s'était trouvé un jour assis près d'une source d'où tout d'un coup avait jailli un arc-en-ciel. Comme on peut s'y attendre en pareil cas, un coffre était apparu dans l'eau de la source. Mais l'homme, nullement intéressé par ce qui ne lui appartenait pas, s'en détournait pour admirer l'arc coloré dont les teintes de cyprès avaient une intensité qu'il n'aurait pas soupçonné possible. Quand enfin le phénomène se dissipa, une femme à queue de serpent se trouvait dans la source. Elle avait ouvert le coffre et en avait tiré un couteau qu'elle avait tendu à l'homme. Dès qu'il l'eut pris, femme et coffre avaient disparu. Depuis ce jour, l'homme découvrait régulièrement les pouvoirs de l'objet, dont l'un, et non des moindres, était la parole. Je peux t'aider. Cette igname n'est pas comme les autres. Elle ne peut finir ainsi. Tu connais le proverbe: seul le couteau sait ce qui se trouve au cœur de l'igname.
Eh bien, je pense qu'il faut ici le prendre au sens propre. L'homme avait toute confiance dans son couteau. Il le laissa agir à sa guise. Je ne vais pas te découper, ni t'éplucher. Je vais juste entrer ma lame jusqu'en ton cœur, si tu me le permets. Et nous verrons bien ce qui arrivera. L'igname, quoiqu'inquiète, accepta, parce qu'il lui sembla qu'elle n'avait rien à perdre. Alors le couteau s'enfonça aussi délicatement qu'il le put, et là, il se produisit quelque chose d'extraordinaire. Alors que le couteau se retirait, l'igname se changea en femme. Ce n'était pas une fraîche jeune fille, mais une femme faite aux hanches solides, dans la force de l'âge, le visage et le regard inondés d'un sourire à vous faire prendre la nuit pour le jour. L'homme et l'igname devenue femme avaient faim d'aimer. Leur amitié prit les couleurs de l'amour. Cependant, ils étaient inquiets. Allait-elle rester femme? L'homme emmena sa compagne voir une vieille femme qui connaissait beaucoup de choses sur les mystères du monde. La vieille affirma que l'igname resterait femme jusqu'à la fin de ses jours, qui seraient longs, sauf si le couteau plongeait jusqu'à son cœur. Elle dit aussi que l'homme devait lui donner un nom. Il l'appela Maya. À son tour, il lui demanda de le nommer comme elle le voudrait. Depuis mes plus vieux souvenirs, ceux qui m'ont élevé à droite à gauche m'ont toujours nommé l'orphelin. Maya réfléchit. Tu t'appelleras Banjo, parce que c'est ta musique qui nous a réunis. Bien, dit Banjo, il me reste une chose à faire. Il prit le couteau magique à sa ceinture et le tendit à Maya. Il est à toi. Ils menèrent une vie harmonieuse. Banjo apprit à Maya ce qu'il savait concernant la culture, les bêtes, la cuisine. Tuer une poule ou couper une carotte à l'aide du couteau magique étaient pour elle des gestes tout aussi graves qu'elle accomplissait précédés d'excuses et de remerciements. Par chance, elle avait une très jolie voix, si bien que souvent, surtout le soir, Banjo et elle offraient un concert qui ravissait la vie autour d'eux, bêtes et plantes. Leur musique attira également quelques humains sensibles à la poésie. Ils eurent des amis. La musique unissait leurs cœurs à l'orée de la nuit. Ils eurent des enfants. Pas mal, dira-t-on, pour une igname qui rêvait d'horizon. Le temps passa. Banjo vieillit doucement. La jeunesse de Maya lui tenait au corps. Comme cela devait arriver, Banjo mourut. Maya aurait voulu le rejoindre, mais rejoint-on les morts? Elle donna tout son amour à ses enfants, à ses petits-enfants. Certains s'étaient installés au loin avec leur famille, ou parce qu'ils avaient voulu voir le monde. Maya profitait de ces visites pour remplir encore ses yeux de tout ce qu'elle ne connaissait pas. Ses enfants vieillirent doucement. L'un après l'autre, ils passèrent à leur tour. La jeunesse de Maya ne cédait que peu de terrain. Elle fit alors le tour des maisons de ses petits-enfants, leur dit adieu, puis partit vers l'inconnu. Elle remonta le cours de la rivière qui l'avait menée vers l'homme au banjo. Quand elle passa là où l'âne l'avait aidée à prendre sa liberté, elle sourit. Il y avait là des enfants qui jouaient, des femmes qui lavaient le linge, des ânes chargés de manioc, de bananes, d'ignames.
Elle marcha durant des jours, sans fatigue, jusqu'à ce qu'elle arrive dans une région mangée par la sécheresse. Plus rien ne semblait vouloir pousser que les cactus. La terre était craquelée. Elle passa devant une petite maison. 2 enfants maigres étaient là, jouant sans entrain. La mère sortit. Les 2 femmes parlèrent. Il y avait dans la maison encore un peu d'eau, mais rien à faire bouillir. On attendait le père, qui devait revenir avec de quoi manger d'ici quelques jours. Mais tiendrait-on jusque-là? C'était le soir. La femme proposa à Maya son toit pour la nuit. Maya refusa, mais elle dit qu'elle leur trouverait à manger pour le lendemain. La femme avait un peu de mal à y croire. Maya se dirigea vers une colline. Au sommet, elle admira un des plus beaux couchers de soleil, puis elle chanta une grande partie de la nuit. Avant le lever du jour, elle redescendit et quand elle arriva devant la porte de la maison, elle sortit son couteau. Couteau magique, mon vieux compagnon, tu sais ce que j'attends de toi maintenant. En es-tu sûr? Demanda-t-il. Je sais déjà, sans y entrer, ce qu'il y a dans le cœur de la femme. Oui, j'en suis sûr, répondit-elle. D'accord, dit le couteau, mais mon esprit quittera alors cette lame et retournera là d'où il est venu. Au lever du soleil, qu'aucun coq n'annonçait, la femme trouva devant sa porte un couteau et une belle igname. C'était peu, mais c'était beaucoup plus qu'elle n'en espérait. L'igname bouillie permit aux enfants et à leur mère de tenir jusqu'à la venue du père. À quelques jours de là, la région se couvrit de nuages et la pluie tomba. La terre retrouva la vie et la donna à son tour. Les enfants grandirent solides. Ils n'étaient jamais malades. Et à chaque fois que la famille mangeait de l'igname, chacun commençait par remercier dans son cœur la femme qui était passée un soir et qu'on n'avait jamais revue.